Bonjour, je suis Cédric Pelletier, CEO de WeDo, première plateforme collaborative dédiée à la réussite des projets des jeunes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Anaïs, qui a 29 ans et qui a créé Rouspette, une marketplace dédiée aux produits upcyclés et recyclés. Bonjour. Bonjour. Bon, écoute, je suis ravi de t'avoir avec nous. Alors, on va commencer par une première question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Donc je m'appelle Anaïs, je suis originaire de Lyon, j'ai 29 ans et il y a un an, avec ma cofondatrice Léa, on a lancé une marketplace qui s'appelle Rouspette. Top. Et Rouspette, ça fait quoi? Alors Rouspette, c'est une marketplace qui répertorie uniquement des produits qui sont issus de l'économie circulaire et notamment des produits upcyclés et recyclés. Donc nous, on travaille avec plus de 80 créateurs qui sont situés un peu de partout en France. Et sur la plateforme, ça représente à peu près 1000 produits qui sont référencés dans différentes catégories. Ah oui, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire qui a derrière le projet? Qu'est-ce qui a amené ce projet à naître? Oui, bien sûr. Pour commencer, peut-être que je peux vous expliquer dans un premier temps la différence entre l'upcycling et le recyclage. Comme ça, ça va permettre de mieux comprendre. Allons-y. Comme ça permettra de clarifier pour tous ceux qui nous écoutent, de savoir de quoi on parle. Ouais, ça marche. Donc, en fait, on entend beaucoup parler de recyclage. Le recyclage, c'est quand il va y avoir un procédé industriel qui a permis de détruire une matière et d'en faire une toute nouvelle, une qui ne correspondait pas à celle du début. Pour prendre un exemple, ça va être par exemple des filets de pêche qu'on a récupérés au fond des océans, on les a transformés en fils pour en faire des t-shirts anti-UV par exemple. Tandis que le surcyclage, ça va être le fait d'utiliser une matière et de la détourner. Donc là, il ne va pas y avoir de processus industriel. Donc nous, c'est ce qu'on met en avant sur notre site. Et on a voulu mettre ça en avant sur le site parce que justement, Léa et moi, on était déjà, quand on était étudiante, dans ce côté surcyclage, upcycling en anglais. On voulait vraiment, enfin déjà, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc on voulait meubler nos appartements. Et pour meubler nos appartements, on se servait des choses qu'on trouvait en recyclerie, en déchetterie. Et puis on retravaillait ces meubles pour en faire des meubles assez sympas et pouvoir meubler notre appartement. Donc ça a été un peu le début de l'histoire de Rouspette. Et puis par la suite, on s'est dit que c'était vraiment dommage que peu de gens connaissent le surcyclage. Et on voulait et surtout que les créateurs, ils arrivent vraiment à faire des choses ultra canon. Donc on voulait mettre en avant ça et retrouver sur une même plateforme uniquement des produits upcyclés ou recyclés. Ok. Comment t'as connu l'upcycling, toi de ton côté? Alors justement, en fait, au début, c'est un terme que je ne connaissais pas. C'est vraiment quand on a commencé à récupérer ces meubles en se disant, bah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la récup? Est-ce que c'est du bricolage? On peut appeler ça aussi du do it yourself, des choses comme ça. Mais en fait, non, ça c'est vraiment le nom, le vrai nom de cet exercice-là, c'est le surcyclage. Donc quand on a commencé à se renseigner un petit peu plus, à chercher des tutos, voilà, on a un peu non, approvisionné le mot. Enfin, voilà, j'ai perdu le mot, mais voilà. On s'est rendu compte que c'était ce qu'on faisait, c'était du surcyclage, de l'upcycling, et on a continué à chercher un petit peu ce qui pouvait être fait avec cette technique-là. Ok, d'accord. Et du coup, donc tu nous disais que tu t'étais lancé, donc accompagné Cléa. Comment vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés à l'école. Euh, donc, pour commencer, moi, j'avais fait un BTS commerce international et j'ai enchaîné sur une licence. Donc, c'est pendant cette licence que j'ai rencontré Léa. C'était une licence management et finance. Et ensuite, on a enchaîné avec un master, toujours en management et finance à Lyon. Et puis là, on avait déjà l'idée, enfin, on savait qu'on créerait quelque chose ensemble parce qu'on s'entendait très bien sur plein de domaines. On est devenus copines très rapidement. On avait la même vision des choses. On vient de familles qui sont un peu similaires, un peu côté campagne, etc. Donc, on s'est vite rapprochés. Et puis, on savait que ça allait partir sur quelque chose. Mais avant ça, on a toutes les deux travaillé en tant que salariés dans différentes entreprises. Et puis après, ben, on s'est lancé dans Rouspette. Ok. Et à quel moment on a le déclic? À quel moment tu vous êtes dit tous les deux, on va passer du côté, on va imaginer un projet, puis non, on va le faire maintenant. Ça y est, on va se lancer. Ouais. Ben, en fait, on avait vraiment envie déjà, dans un premier temps, de travailler pour nous. Mais surtout, enfin, pour travailler pour nous, il fallait qu'on ait vraiment une idée qui nous plaise et qui nous ressemble. On voulait pas créer une entreprise pour créer une entreprise. Il fallait que ce soit quelque chose qui soit quand même
en rapport avec nos valeurs, avec ce qu'on aime, avec le côté nature, le côté humain. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Et puis quand on a commencé en fait à travailler toutes les deux dans nos entreprises, dans différentes entreprises, on est toujours resté en contact et on s'envoyait nos bons plans. On se disait putain, regarde, j'ai trouvé ce créateur, il utilise de la toile de jute, c'est hyper canon, etc. Et on a continué comme ça à s'envoyer des petites trouvailles, des pépites. Et puis on s'est dit bah non mais maintenant c'est trop, faut qu'on le fasse, faut qu'on se lance et on va le faire. Et puis du coup ça arrivait un moment où on était aussi donc Léa était dans une entreprise mais elle n'était pas hyper fan de ce qu'elle faisait. Moi j'avais quand même pas mal de temps en plus de mon boulot pour réaliser ce projet-là. Donc on s'est dit bah c'est le moment ou jamais quoi. On avait zéro contrainte, on prend pas trop de risques non plus. Donc on voulait vraiment se lancer sur Rouspette. Ça a commencé comment? C'était quoi les premières actions pour lancer Rouspette? La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à se renseigner vraiment sur le surcyclage et sur le recyclage. On voulait vraiment connaître le marché parce que le surcyclage, c'est encore vraiment pas très connu. Donc on avait besoin de faire énormément de recherches là-dessus, vraiment comprendre, savoir pourquoi c'était mieux que d'acheter neuf. Bon, ça, on l'a trouvé assez facilement, mais voilà, il y avait quand même pas mal de recherches. Et puis après, on a commencé à réaliser un business plan. On a montré ce business plan à un expert comptable qui nous a dit bah, écoutez, les filles, c'est la première fois que je vois un business plan aussi complet, aussi pro. C'est ultra canon, il faut que vous vous lanciez maintenant. Et après, on a commencé à se renseigner un petit peu sur tout ce qui était législation, création d'entreprise, statut, tout le côté un peu paperasse. Ça, on a réussi à le faire assez rapidement parce que du coup, sur Internet, tout est vraiment bien expliqué maintenant. Et puis parce que pendant nos études, on avait eu l'occasion de travailler sur ces choses-là. Donc ça s'est découlé assez facilement. Et puis après, tout s'est déroulé. Et là, ça fait un an que tout se déroule et on continue comme ça d'avancer. Et du coup, vous êtes partagé les responsabilités, Léa et toi? Ouais, alors en fait, on est assez complémentaires. On a toutes les deux, pour le boulot, en tout cas, des qualités qui sont bien distinctes et complémentaires. C'est-à-dire que Léa, elle a vraiment le côté créatif. C'est-à-dire que c'est elle qui a fait tous les visuels du site internet, c'est elle qui fait les visuels aussi de nos réseaux sociaux. Et moi, j'ai plus le côté commercial, humain, où du coup, je partais à la rencontre des créateurs, savoir comment ils travaillaient, essayer de mieux les comprendre et leur dire de venir sur notre plateforme. D'accord. Et alors, comment vous êtes fait connaître et comment vous continuez de vous faire connaître? Alors, pour se faire connaître, on a commencé par créer En fait, on a créé nos réseaux sociaux avant que notre site internet soit prêt. L'idée, c'était vraiment qu'on puisse créer une petite communauté avant le lancement. Et du coup, sur ces réseaux sociaux, vu qu'on n'avait pas encore de site, on n'avait pas encore de produit, ce qu'on faisait, c'était on donnait vraiment plein de tutos, des astuces anti-gaspi, des conseils écolos, plein de choses voilà, en lien avec l'écologie. Et ça a bien pris. Maintenant, on a une jolie communauté. On a plus de 7000 personnes qui nous suivent sur Instagram, par exemple. Et on continue de donner toujours ces tutos, ces astuces. On montre pas que les produits du site. Et puis après, on a aussi eu on a contacté pas mal de journalistes pour avoir des articles de presse. On en a eu pas mal, donc ça c'était assez chouette. Et on a eu aussi des passages à la radio et 2 passages à la télé. Donc faut vraiment en tout cas essayer de contacter le maximum de journalistes, prendre tous les contacts qu'on a pu, on les a pris. On a demandé à tous nos proches, voilà, est-ce que tu connais un journaliste? Ils nous ont envoyé les liens et puis après, de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec une jolie base de données de journalistes et c'est comme ça qu'on continue à communiquer. D'accord, vous avez fait marcher le réseau à fond, à fond, à fond pour les contacter. Et c'est le conseil que tu donnes pour le côté presse. Et pour le côté réseaux sociaux, il faut que vous avez une belle communauté. C'est pareil, est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager qui pourraient inspirer des personnes qui sont dans le même cas, qui se disent on va se lancer et puis on va commencer par créer une communauté? Ouais, carrément. En fait, le but du jeu sur les réseaux sociaux, c'est que faut pas penser à soi, faut penser aux autres. C'est-à-dire que tout ce qu'on va publier, il faut que ça intéresse l'autre personne. Et nous, pour les intéresser, on a vraiment essayé de faire des tutos qui sont pratiques, faciles à mettre en place, qui sont ludiques. On a pas mal de tutos qui peuvent être aussi réalisés par les enfants. Donc là, ça permet aussi d'avoir ce petit côté éducatif et ludique. Et puis, on répond à tous les commentaires, on est hyper réactive.
C'est-à-dire que dès qu'on va mettre une recette ou quelque chose, les gens ils n'hésitent pas à nous faire un retour, à nous envoyer des petites photos. Voilà, et ça, c'est chouette aussi de les mettre en avant. Et ce qui est important, c'est vraiment de mettre en avant les créateurs avec qui on travaille, en tout cas dans notre domaine à nous. On essaye vraiment de montrer leurs produits, de montrer la façon, comment ils travaillent, tout simplement. Et du coup, notre communauté va poser des questions, ils peuvent répondre directement. Et en fait, c'est limite une relation à trois, quoi. Nos vendeurs, nous et la communauté. D'accord, d'accord. Bah, effectivement, quand tu arrives à construire ce cercle-là, après, du coup, ça grossit de soi-même. Est-ce que tu as connu des imprévus dans le lancement, justement, dans tout ce que vous avez fait pour en arriver à avoir cette communauté, à avoir ce site? Ouais, carrément. Bah, en fait, déjà, nous, on a lancé une marketplace. Donc, encore une fois, il y a trois côtés. Il y a nous, la marketplace, les vendeurs, plus les consommateurs. Et c'est assez compliqué de lancer un site internet et que tout fonctionne du premier coup. Nous, ça n'a pas été le cas. On a eu pas mal de soucis avec notre site internet parce déjà, on n'est pas du tout dans le développement. On n'est pas informaticien, on n'est pas codeur, on n'est pas développeur. C'est un vrai métier à part entière et sur ce coup-là, on a vraiment galéré. Après, ce qui est chouette maintenant, c'est qu'il y a plein de plateformes qui permettent de faire des sites internet clés en main, en fait. Donc nous, on a une solution comme ça, même si maintenant, aujourd'hui, on travaille avec un développeur qui nous aide. Mais je dirais qu'il ouais, faut pas lésigner sur les moyens et vraiment mettre le prix, en tout cas, sur votre vitrine. D'accord. Parce qu'au début, donc, vous avez utilisé quoi comme solution? C'est la solution qu'on utilise encore. Nous, on est sur WooCommerce. Donc, c'est des solutions qui sont clés en main, mais il y a quand même pas mal de réglages à faire par des développeurs. Et nous, le développeur qu'on avait au tout début, euh, c'était pas celui qui nous correspondait. Il n'a pas fait les bonnes choses pour nous. Du coup, ça nous a mis pas mal. Enfin, on a eu pas mal de fois le site qui buguait, où il y avait des petits problèmes, où il était lent, des choses comme ça. Donc ça nous a bien pourri, ça nous a bien pourri la vie. Surtout qu'en fait, on se sent impuissant parce qu'on n'est pas développeur, donc on peut en soi rien faire du tout, quoi. Mais maintenant, on travaille avec un très bon développeur qui nous aide et qui nous accompagne pour les tout petits problèmes qu'on peut rencontrer. Ouais, super, super. Non, mais c'est vrai que quand on est quand on est sur le digital, quand le produit marche pas, c'est compliqué parce qu'on peut faire tous les efforts qu'on veut derrière. Si les personnes, si les clients ou si pour vous les marchands peuvent pas accéder au produit ou accèdent mal, ça marche pas. C'est clair. Bah, du coup, moi, si j'avais un conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer avec un site internet, c'est justement de bien faire attention, enfin de bien regarder si le développeur que vous avez choisi correspond vraiment à votre besoin. Et pour ce faire, il est possible, en fait, dans les sites internet, de voir qui a créé le site. Donc là, ça vous permet de contacter les personnes pour savoir si la personne, enfin si le développeur a été bon sur ce sujet ou pas. Nous, c'est ce qu'on n'a pas fait, du coup. Mais maintenant, on a des personnes qui nous contactent, pardon, et qui nous disent, ouais, votre site, il est sympa, il est joli. Vous avez travaillé avec qui? Est-ce que vous pouvez me donner ses contacts? Comment il bosse, etc. Et ça, je trouve ça hyper malin de faire ça, en fait. Super astuce. Ouais, super astuce pour effectivement. Non, mais comme tu dis, c'est super. Quand on se lance, c'est super important. Puis souvent, on a un peu le droit qu'à un seul essai. Donc, on fait un choix. Et si c'est pas le bon, et puis que voilà, quand on n'est pas, qu'on n'a pas de compétences techniques en soi, on est un peu obligé de faire une confiance aveugle envers, envers la personne. Donc effectivement, la recommandation, super astuce. Donc pensez à aller voir effectivement en bas des sites quand c'est écrit ou à contacter les personnes. C'est malin. Tu disais au début, il ne faut pas lésiner justement sur ce genre de choses, sur le développement, ces choses-là. Euh, Justement, vous, comment vous avez fait pour financer le démarrage de Rouspet? Alors, on a mis de l'apport personnel, toutes les deux. Ce qui nous a permis de tenir jusque-là. Donc, on a utilisé cet argent justement pour le développement du site, pour des événements, parce qu'on fait aussi des événements physiques, et aussi pour des actions de communication. Et puis après, bon, on essaye de participer à des concours. Donc, on a participé justement au projet We We Do Green qu'on a gagné. Donc, justement, c'est des petites actions comme ça qui nous aident à avancer un peu plus.
Et alors justement, effectivement, vous avez gagné We Do Green. Quand on gagne un concours comme ça, comment vous avez, qu'est-ce que vous avez fait avec cette somme? Voilà, en quoi ça vous a aidé? Bah déjà, on était hyper contente parce qu'on sent que notre travail est mis en avant et qu'il est valorisé. Et on se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien parce que bah voilà, on arrive à gagner des concours, donc ça c'est chouette. Et l'argent, ça nous a permis justement de régler des problèmes du site. Nous, voilà, la plus grosse partie, ça va vraiment être le site internet plus la communication. Mais pour le coup, ce qu'on a gagné avec WeDo, c'était pour le site. Top. Bon bah super. A priori, c'était en plus effectivement un point. Ça, en fait, ça permet d'apporter des nouvelles fonctionnalités et tout, donc c'est cool pour l'utilisateur, quoi. Effectivement. Puis je pense que sur ce sujet-là, c'est toujours compliqué parce que on maîtrise pas bien la tech. Il y a des outils qui permettent de faire, comme tu disais, WooCommerce. Il y en a d'autres, il y a plein de concurrents là-dessus qui permettent de faire les choses tout seul sans être développeur. Mais en fait, quand on creuse, on découvre que son besoin fait qu'il y a quand même besoin de faire quelques ajustements. Il faut pas le négliger. Ouais, ouais, il y a toujours besoin. Il y a toujours besoin d'un peu de code. Il faut pas, c'est ça. Faut pas se faire avoir par la promesse qui est, y a rien à faire, il y a jamais de code à faire. En fait, ça marche sur le papier, mais après, voilà, il y a toujours des petits besoins d'ajustement. C'est ça, exactement. Et là, faut être accompagné par la bonne personne. Et je voyais sur votre site que vous aviez 80 marchands. Enfin, j'imagine que c'est un an aujourd'hui, peut-être encore plus. Enfin, en tout cas, c'était au moins 80 marchands. C'est super, c'est beaucoup. Comment vous avez fait ou comment tu as fait si c'est toi qui t'occupes de cette partie-là plus particulièrement justement pour pouvoir aller attraper ces 80 marchands? Bah, il y a plusieurs solutions. Au début, on faisait pas mal de sourcing, donc notamment sur Instagram. Maintenant, avec les hashtags, on arrive à trouver tout assez facilement. Donc, on a fait du sourcing, on les a contactés, on les a tous appelés pour vraiment comprendre ce qu'ils faisaient, quelles matières ils utilisaient, pour leur montrer aussi notre site internet, pour voilà, leur faire une petite démo, pour leur dire que bah, c'est simple d'utilisation, et qu'on est une grosse communauté et que voilà, plus on sera, plus on aura de personnes qui vont nous suivre, il y aura encore plus de personnes qui connaîtront l'upcycling et le recyclage. Donc on a essayé vraiment de les convaincre de nous rejoindre. Donc ça, il y en a beaucoup dès le début qui nous ont suivis. C'était super, super cool. On continue maintenant encore de faire du sourcing sur les réseaux. Mais maintenant aussi, on a la chance de commencer à être un peu connus. Du coup, on a pas mal de marques aussi qui nous contactent maintenant directement. Donc, vous commencez à avoir du trafic entrant, c'est top. Présent sur la plateforme. Ouais, ça c'est chouette. Et donc, le démarrage, en fait, vous avez créé cette communauté sur Instagram et en fait, vous avez contacté du coup les marchands par Insta, ce qui permettait que eux voient que vous avez déjà une communauté sur le réseau. C'était ça le modèle. C'est ça. Bon, au début, notre communauté était très petite hein, quand on a commencé, mais c'est vrai que je trouve que c'est un milieu où tout le monde s'entend très bien et tout le monde a envie de s'entraider quand même. Donc, on a plein de créateurs qui nous ont fait confiance, qui ont pris du temps voilà, pour créer leur boutique sur notre site, pour mettre leurs produits. Et, euh, et donc, ça, c'est vraiment sympa. Et voilà, on continue de fonctionner comme ça. Et ce qui est sympa aussi, c'est que maintenant aussi les créateurs vont dire quand ils vont sur des marchés, ils vont rencontrer d'autres créateurs. Ils vont leur dire, bah, nous on est présents sur la plateforme Rouspette, ces personnes-là nous contactent ou nous on les recontacte derrière. Mais il y a le bouche à oreille qui marche assez bien. Ceux qui vont être intéressés par acheter des produits, comment eux vous arrivez à les capter? Bah pareil, grâce aux réseaux sociaux, ça on le fait pas. Du coup, enfin comme je le disais, on communique énormément nous sur les réseaux sociaux. Mais aussi, on fait des événements physiques, donc que ce soit des marchés de créateurs, des salons, des marchés de Noël, des choses comme ça. Et là, ça leur permet de découvrir les produits. Et puis, on a à cœur de vraiment de leur expliquer, voilà, quand ils regardent un produit, on va leur dire, bah voilà, celui-ci, il a été fabriqué comme ça, à tel endroit, à la base, c'était telle matière, etc. Donc, c'est des choses qui quand même, enfin, c'est des objets qui ont une histoire, quoi. Donc ça touche le consommateur. Et puis après, ben, on va lui expliquer qu'effectivement, on a aussi une plateforme en ligne, qu'on est normalement une plateforme uniquement en ligne. Donc on peut leur donner les coordonnées, ils vont voir ce qu'il y a sur le site, ils nous mettent des petits messages pour dire qu'ils ont découvert la plateforme, qu'ils la trouvent chouette. Ça permet en fait aussi d'avoir, que ce soit une décoration, des vêtements
voilà, de tout de manière unique. C'est pas des choses qu'on retrouvera chez tout le monde. Faut savoir qu'avec l'upcycling ou le recyclage, on travaille soit en quantité très limitée, soit en un seul modèle, en exemplaire unique. Donc c'est vraiment des choses qui sont personnelles et comme je disais, qui ont une histoire et c'est assez sympa, je trouve, pour les consommateurs. Ben, c'est sûr, et du coup, physiquement, en fait, les consommateurs, quand ils voient ça, c'est pour ça que vous faites des événements, si je comprends bien, c'est que voilà, vous amenez quelques échantillons pour que les consommateurs puissent se rendre compte de l'intérêt de l'upcycling, de l'objet que c'est, comme tu dis, de l'histoire que ça a. C'est ça, et puis aussi pour toujours avec ce côté un peu éducatif, de leur montrer, par exemple, je voulais prendre l'exemple des éponges jetables, que nous, on en vend, par exemple, on vend des éponges réutilisables, lavables, qui sont certes, au moment de l'achat, un peu plus chères que votre paquet d'éponges jetables, mais que c'est des produits qui durent dans le temps. Voilà, c'est des produits qu'on va pouvoir utiliser pendant très longtemps, contrairement aux éponges jetables. D'ailleurs, je le dis au passage, qu'on devrait jeter toutes les 2 semaines, qu'on devrait changer toutes les 2 semaines. Bah là, c'est pas le cas. C'est des produits qu'on va garder longtemps. Et ça, le fait qu'ils l'entendent, qu'ils le prennent en main et qu'ils se rendent compte que c'est des produits qui sont vraiment quali, bah ça leur fait passer le cap. Et même si c'est pas des personnes qui sont forcément orientées zéro déchet, voilà, ils vont dire ouais, mais ça c'est vrai que c'est bête en fait que j'achète des éponges jetables alors que bon, c'est juste des déchets en plus. Alors que je pourrais avoir une jolie éponge faite par un créateur en France avec des matières qui ont déjà eu une vie. Ok. Et c'est quoi le modèle économique de Rouspette? Alors nous, on fonctionne avec un système de commission par vente, tout simplement. Donc, qui paye la commission? Le consommateur va passer commande sur le site Rouspette, donc il y a un prix qui est affiché. Le créateur va recevoir l'intégralité du prix, moins la commission qui nous revient à nous. D'accord, c'est très clair. Et les marchands s'y retrouvent parce qu'ils ont une visibilité sur les produits qu'ils peuvent proposer auprès de consommateurs qui ne pourraient pas toucher la vie. C'est ça. Et puis on a certains créateurs qui n'ont pas de site internet, donc vraiment notre plateforme, ça va être leur site internet. D'accord, d'accord. Ouais, vous leur permettez d'avoir une présence sur le digital, parce que j'imagine effectivement que dans l'upcycling, il y a beaucoup de créateurs assez artisanaux qui qui souhaitent pas en fait se professionnaliser. Enfin, c'est pas l'objectif de se professionnaliser, de monter des sites, de faire des choses comme ça. C'est ça, exactement. Donc, enfin, nous, sur notre site, on a uniquement des professionnels, mais effectivement, ce sont des personnes qui sont très créatives, qui adorent travailler avec leurs mains et qui sont pas forcément à la page en termes de numérique ou en termes de communication sur les réseaux sociaux. Et c'est là que nous, on intervient, on leur dit, bah, nous, on peut faire ça pour vous, on communique, on est présent sur des événements, on montre vos produits, on peut même vendre vos produits sur place. Donc ça leur fait quand même, c'est une petite aide quoi quand même. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et tu fais bien le préciser. Effectivement, c'est des professionnels, mais c'est pas des personnes qui veulent, voilà, qui veulent avoir étendre leur distribution sur le digital. Enfin, du moins, ils sont contents de pouvoir s'appuyer sur des acteurs qui communiquent, évangélisent pour eux là-dessus. Hop. Euh, du coup, il y a beaucoup de choses finalement que vous avez fait, ce que tu racontais sur l'upcycling, le site, enfin tout ce qui est les sites internet, etc. Est-ce qu'il y a des ressources particulières sur lesquelles tu t'es appuyé ou vous êtes appuyé avec Léa pour avancer, pour construire ce projet? Nous c'est pas mal, avant de lancer le projet, pendant l'année où on construisait le business plan et tout ce qui va avec, on s'est pas mal renseigné, auprès des influenceurs qui sont les influenceurs green et aussi, alors je saurais plus te dire le nom, mais il y avait un reportage sur Arte qui était ultra intéressant justement sur ce sujet-là. Il faudrait que je retrouve le titre parce que c'était vraiment un reportage intéressant. Et voilà, les livres, les magazines éco-responsables, tout ce qui est en lien à l'écologie, on a essayé de s'y renseigner. D'accord, d'accord. Donc beaucoup sur ce qui est en lien à l'écologie et, euh, et après sur les façons de faire des sites, sur peut-être, enfin, je sais pas, le fait de faire un modèle économique. Tu disais, vous avez fait un super business plan. Est-ce que c'est ce que vous avez après l'école ou est-ce que vous êtes aussi formé en parallèle à côté? Alors pour le business plan, c'est vraiment ce qu'on avait appris à l'école. Donc là, on a eu de la chance. On a trouvé ça long, mais pas difficile à faire parce qu'en plus c'était un sujet qui nous intéressait, donc c'était plutôt chouette. Après pour tout le côté site internet, bah
Internet, c'est notre meilleur ami. Donc, en fait, il y a énormément de tutos. On peut se renseigner sur absolument tout. On a fait pareil pour tout ce qui est légal, pour choisir notre statut. Bon, effectivement, c'est des choses qu'on avait vues à l'école, mais bon, enfin, à l'école, si c'est pas le moment, on s'y intéresse pas plus que ça, quoi. Donc là, on s'est vraiment renseigné pareil sur Internet. Il y a énormément de tutos. Il y a plein d'avocats qui font des vidéos qui expliquent vraiment les différences entre tous les statuts. Donc, c'est ça qui nous a permis, nous, de choisir notre statut. Et, et pareil pour les designs, pour les idées. On s'est renseigné à comment créer un logo, comment choisir notre charte graphique, etc. Donc, effectivement, c'était des couleurs qui nous plaisaient dans un premier temps. Mais on a aussi regardé ce qui était cohérent. Enfin, vraiment, Internet, on trouve maintenant toutes les informations possibles. Il y a des tutos vraiment pour tout. Donc, si vous avez un doute, avant de vous dire, punaise, j'aurai jamais la réponse à cette question, c'est pas mon domaine, bim, Internet. Internet, il y a plein de tutos hyper agréables à regarder, en plus, simple, facile à comprendre et bien expliqué. Plutôt vidéo, quand je t'entends parler, j'ai l'impression d'entendre plutôt des tutos vidéo. Ouais, tuto vidéo, ouais. D'accord. Ok. Écoute, on arrive bientôt à la fin de l'interview. J'ai encore 4 questions sur un peu ta perception de ton aventure entrepreneuriale. La première, c'est qu'est-ce que tu as préféré dans cette aventure? Ah, tout. Il y a l'excitation du lancement, quand on est à moins de 2 semaines avant qu'on lance le site et qu'on ouvre le site et qu'on voit que en fait, rien n'est prêt. Donc on a un stress et on a passé des nuits et des nuits à valider les produits jusqu'à 5 heures du matin. La veille du lancement, on était encore, on n'a pas dormi de la nuit en fait, parce qu'on validait des produits, on faisait les dernières finitions. Donc ça, c'était un stress qui était, c'était quand même hyper excitant. Et puis en fait, dès qu'on va avoir une commande, un nouveau vendeur, un nouveau commentaire, un nouvel article, on est ultra contente. Et, euh, et en fait, tout le long de l'aventure, donc là ça fait 1 an, on a appris tellement de choses et sur tellement de sujets différents que finalement, moi j'ai l'impression d'avoir plus appris en 1 an de rouspette qu'en 4 ans en tant que salarié, quoi. J'ai vraiment appris énormément de choses dans plein de domaines. Ça m'a permis de rencontrer énormément de monde aussi. Donc, zéro regret et j'encourage tout le monde à lancer une idée s'il en a une, quoi. Une aventure riche. Et alors, quelle a été, même si on a déjà un peu évoqué le sujet, mais tu as peut-être d'autres exemples en tête, quelle a été ta plus grosse galère ou tes 2 plus grosses galères dans cette aventure? Non, la plus grosse, ça a vraiment été le site internet au lancement, quoi. Quand c'était pas prêt, les frais de livraison étaient pas prêts, les... notre développeur qu'on avait à l'époque ne nous répondait pas, on était vraiment en panique. Ça a été vraiment la plus grosse galère qu'on a eue. Qu'est-ce que tu referais pas? Ça, de choisir un peu au hasard, sans me renseigner, sans en parler, ça, je le referai pas vraiment. Des fois, on se dit que quand on a une idée d'entreprise, il faut la garder secrète parce qu'on a peur que quelqu'un nous vole l'idée. Alors, moi, c'est un conseil que je donne absolument pas. Je dirais justement, voilà, parlez-en à plus de monde possible, que tout le monde vous donne un peu son avis, ses échos, parce qu'en parlant, il y a quelqu'un qui va vous dire, moi, je connais quelqu'un là qui pourrait vous aider, je connais ça, ça, ça. Et finalement, on se retrouve avec des gens de confiance. Euh, donc ouais, faut en parler. Je pense que c'est un super conseil effectivement que tu donnes. Beaucoup de gens pensent qu'effectivement il faut pas parler de son idée. Et comme tu dis, ça peut du coup le problème de pas en parler, c'est que du coup on peut se retrouver enfermé. Et je pense que c'est important effectivement que les gens aient en tête que c'est vraiment l'exécution qui est importante, c'est pas l'idée. Bien évidemment, l'idée est importante, mais de toute façon l'idée à un moment elle doit savoir. Et si vraiment c'est une super idée et qu'il y a quelqu'un qui sait mieux exécuter à côté, c'est pas parce que la personne s'y prend 6 mois après qu'elle peut pas rattraper. Donc en fait, soit vous êtes bon, est-ce que vous croyez à ce que vous faites et ça marche, mais c'est pas le fait de le cacher secret qui va vous faire gagner 6 mois sur le marché qui va tout changer. Donc c'est un super conseil. Et j'arrive à la dernière question, une question un peu de science-fiction. Si tu avais l'occasion de rencontrer Anaïs il y a 10 ou 15 ans, quel conseil tu lui donnerais? De toujours bien écouter à l'école et de vraiment suivre son instinct. C'est vrai que nous, au début, quand on en a parlé à nos copains, il y en a pas mal qui nous ont dit non, mais vous n'allez pas quitter votre CDI pour créer une société.
Et bah là, je dirais à la Anaïs d'il y a 10 ans, il y a 10 ans, j'avais 18, 19 ans. Bah non, fais-le, reste dans tes idées, même si les gens pensent que c'est pas une bonne idée, si toi tu es persuadé que c'est quelque chose qui va te plaire, qui va t'apporter quelque chose, et bah fais-le. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était super intéressant. Merci pour tous les retours d'expérience, les conseils que tu as pu partager. Rouspette est une super aventure. En plus, comme tu disais, ça permet de découvrir aussi ce qu'est le upcycling, qui est moins connu que le recyclage. On mettra bien évidemment avec le podcast tous les liens pour que les gens puissent découvrir Rouspette et tout ce qu'il y a dessus. Et je suis sûr que plein de personnes trouveront leur bonheur euh, sur Rouspette. En tout cas, voilà, j'ai été ravi de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Bah merci beaucoup Cédric. À bientôt. Ciao.